Oui, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est vendredi après-midi. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour qu'on puisse regarder ensemble un peu l'état des choses quand on parle du salaire minimum à 15 $ de l'heure, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de discours qu'on entend dans les médias, tout ça. Puis on va essayer de prendre le temps aujourd'hui de regarder c'est quoi ces discours-là qu'on entend, c'est quoi ces inquiétudes-là, comment qu'on peut répondre à ces inquiétudes-là. On a 1 heure ensemble. Je vais essayer de faire la présentation assez rapidement, mais vous présenter les morceaux les plus importants. J'aimerais ça garder du temps pour la fin, en fait, s'il y en a qui ont des questions, des interrogations, des commentaires. Je vais essayer de garder un peu de temps à la fin pour ça, pour vous entendre, en fait, puis essayer de répondre à vos questions puis à vos inquiétudes si vous en avez. Donc voilà, François m'a présenté. Virginie Larivière, je suis co-porte-parole au collectif pour un Québec sans pauvreté. Collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est une organisation c'est un collectif, évidemment, comme le nom l'indique, qui a en son sein plusieurs organisations de toutes sortes, des organisations syndicales, mais étudiantes, féministes, communautaires, de toutes sortes, et des organisations qui ont dans leur mandat, dans leur mission, la lutte à la pauvreté, aux inégalités socio-économiques. Et donc, ensemble, on lutte contre la pauvreté sur toutes sortes d'enjeux et sur toutes sortes de fronts, dont celui du salaire minimum à 15 $. Je suis également la co-porte-parole de la campagne 5-10-15 dont François a parlé. Il y a ici des flyers, des tracts, devrais-je dire, de la campagne 5-10-15. J'en avais pas assez pour tout le monde ici, mais il y en a quand même une centaine à l'extérieur sur une table. Donc, ceux qui voudraient mettre la main dessus, bien, il y en a pour au moins une centaine de personnes. La campagne, en fait, le slogan, c'est « Il nous faut plus que ça », avec une grosse pinotte. C'est un logo qu'on reconnaît bien. Tout le monde sait ce que ça veut dire. On vaut plus que des pinottes. Hein? On n'a pas vraiment besoin d'expliquer très longtemps ce que ça veut dire. Donc, voilà pour la campagne 5-10-15. Et puis, je rajouterais, avant de commencer la présentation sur le salaire minimum à 15 $ de l'heure, que pendant la pause, on a mis sur vos tables des cartes de Noël que le collectif a fait. C'est une grande primeur que vous avez. Elles sont arrivées de l'imprimerie ce matin au bureau. Et la campagne des cartes de Noël n'est pas encore lancée officiellement. On va la lancer la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Et la distribution des cartes de Noël va se faire à la fin du mois de novembre et pendant tout le mois de décembre. C'est une campagne que le collectif mène depuis maintenant 4 ans. C'est une campagne dite gratuite, je dirais, dans le sens où on donne aux gens une carte de Noël avec aucune indication. On ne demande pas à personne d'envoyer cette carte-là à qui que ce soit. Il n'y a pas d'indication claire. L'idée, c'est de faire de la sensibilisation sur l'état de la pauvreté pour révéler le côté politique de la pauvreté, hein, parce qu'à Noël, puis tout le mois de décembre, c'est le mois de l'année où on va entendre parler de pauvreté dans les médias. En juillet, on n'en entendra jamais parler autant. Et quand on en entend parler, c'est souvent dans une perspective de don et de charité. Et cette campagne-là de cartes de Noël vient rappeler la nature politique de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est pas vrai qu'en juillet, la pauvreté n'a pas un impact sur les gens et qu'il faut dépasser donc cette idée-là de donner des cannes à Noël. Non pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut aussi se préoccuper de la nature politique des choses. Alors voilà, vous avez entre les mains la série des 4 cartes de Noël du collectif de cette année en grande primeur. Et je vous invite à les utiliser, à les faire circuler, à les mettre sur votre frigo, dans votre bureau, à les envoyer à vos parents, à vos amis, ou de l'envoyer à votre député ou votre ministre préféré. Le mien, c'est François Blais. Alors, je vais probablement lui en envoyer quelques-unes. Merci. Alors, on va commencer sur la campagne... sur la formation sur le salaire minimum à 15 $ de l'heure pour essayer de répondre aux questions qui entourent le salaire, la hausse rapide du salaire minimum de 10,75 à 15 $ de l'heure. La formation s'appelle « Toute la lumière sur le salaire minimum » et je ne prétendrai pas être aussi lumineuse que le soleil, mais on va essayer y aller morceau par morceau, puis d'essayer de faire la lumière le plus possible. Il va peut-être rester des zones d'ombre à la fin de la présentation, mais j'espère être en mesure de donner un peu de lumière sur des interrogations que vous pourriez avoir qui sont tout à fait légitimes. L'objectif de la présentation, comme je vous l'ai dit, donc, tracer le portrait des salariés au salaire minimum afin d'être en mesure de remettre en question les idées reçues et les stéréotypes. On va aussi décrire l'évolution du salaire minimum au Québec au cours des dernières années. On va essayer de fournir des outils pour répondre à la question « À quel taux le salaire minimum devrait-il s'élever? » Et on va surtout, en fait, prendre du temps pour fournir des contre-arguments au discours des opposants à une hausse substantielle du salaire minimum, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, je vous dirais. Alors, le salaire minimum, qu'est-ce que c'est?
C'est tout simplement, en fait, le salaire plancher qui est fixé par le gouvernement. Les employeurs ne peuvent pas payer leurs employés en deçà du salaire minimum. Le taux général du salaire minimum était à 10,75 $. Il a été augmenté de 20 sous au 1er mai dernier. C'est toujours au 1er mai, journée très symbolique, comme vous le savez, que le salaire minimum est augmenté. La hausse est annoncée normalement en décembre et la hausse est effective donc au 1er mai. 10,75 $ donc au Québec en 2016. Si on regarde l'évolution du salaire minimum au Québec depuis 1965, on se rend compte, en fait, si on regarde la ligne bleue, qui est le taux en vigueur, on se rend compte, en fait, que le salaire minimum a toujours évolué sur une ligne croissante. C'est-à-dire qu'on a toujours augmenté le salaire minimum, de fait que la ligne nous indique bien que le salaire minimum a toujours été en constante évolution vers le haut. On a toujours cette ligne qui est en mode de croissance. Sauf que si on regarde la ligne rouge, qui est très intéressante, ce qu'elle nous révèle, la ligne rouge, en fait, c'est le pouvoir d'achat des gens qui travaillent au salaire minimum. Et on se rend compte, en fait, que le pouvoir d'achat est très, très différent en 1965 qu'en 2015. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses ne coûtent pas la même chose coûtaient pas la même chose en 1965 qu'ils coûtent en 2015. Et donc, ce qu'on est capable d'acheter comme panier de consommation, comme panier de services, de biens, c'est beaucoup plus petit ce qu'on est capable de se procurer aujourd'hui que ce qu'on était capable de se procurer en 1965. Vous voyez que le 1er novembre 1974, si on calculait le salaire minimum au dollar d'aujourd'hui, le salaire minimum serait à 11,11, ce qui est plus élevé que le salaire minimum actuel, qui est à 10,75, je le rappelle. Donc, le pouvoir d'achat des personnes au salaire minimum actuellement est plus petit qu'il était en 1974. Et c'est important de se rappeler cette notion-là, de se rappeler de la ligne rouge quand on va parler du salaire minimum à 15 $ de l'heure, parce qu'à 10,75, on n'a pas le même pouvoir d'achat qu'on avait à l'époque où le salaire minimum était, par exemple, à 3-4 $ de l'heure. Combien de personnes bénéficieraient d'une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure? C'est important de se poser la question parce qu'on a souvent tendance, ou on entend souvent dire qu'en fait, il y a très peu de gens qui travaillent au salaire minimum au Québec. Et c'est vrai que c'est assez peu en proportion. Il y a à peu près 6 % des travailleurs et des travailleuses qui travaillent au salaire minimum au Québec, à 10,75 $. Donc, 211 000 personnes à peu près qui gagnent ce taux horaire-là. Sauf que quand on regarde, quand on prend un petit pas de recul, puis qu'on essaie d'inclure là-dedans tous ceux qui gagnent juste 10 % de plus que le salaire minimum, donc pas grand-chose, à peu près 30 $ de plus par semaine sur le chèque de paye, on double le nombre de personnes qui se retrouvent avec un salaire très bas. Donc, 426 000 personnes gagnent soit le salaire minimum, soit 10 % de plus que le salaire minimum. Et si on prend encore un pas de recul et qu'on se dit, on fait une campagne pour un salaire minimum à 15 $ de l'heure, combien de personnes gagnent 15 $ de l'heure et moins? Et bien là, on se rend compte qu'il y a presque 1 million de personnes qui gagnent 15 $ de l'heure et moins. C'est énorme, c'est 25 %. C'est le quart des travailleuses et des travailleurs au Québec qui gagnent 15 $ de l'heure et moins. Donc, c'est une campagne qui concerne beaucoup de monde. Le salaire minimum est sorti de la pauvreté, donc c'est une photo de M. Leitao qui trouvait cet été que le salaire minimum actuel était approprié. A-t-il raison, a-t-il tort? On pourra en débattre. Voici une charte de couleurs qu'on utilise beaucoup au Collectif pour un Québec sans pauvreté, en fait, pour essayer d'illustrer c'est quoi être pauvre, ça veut dire quoi être en pauvreté, à quel dollar on est pauvre et à quel dollar on ne l'est plus. Est-ce qu'il y a un dollar qui fait la différence? Eh bien non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, nous, on va calculer que la pauvreté, c'est plus un continuum dans lequel il va y avoir des zones de pauvreté, des zones de sortie de pauvreté. Et donc, cette charte-là nous permet d'illustrer ce que ça veut dire la pauvreté, mais en fait de zone. Donc, le rouge, évidemment, j'imagine que vous avez une bonne idée de ce que ça veut dire, être dans le rouge. Être dans le rouge, c'est être dans la pauvreté, mais pas à peu près. Ça veut dire qu'on ne couvre pas ses besoins de base. Il y a plusieurs indicateurs au Québec pour mesurer la pauvreté. Et il y en a très, très peu qui font consensus parce qu'ils sont tous imparfaits.
et qui ne calculent pas les choses de la même façon, mais il y a un consensus très fort, un consensus scientifique, un consensus social et politique à l'effet que la mesure du panier de consommation, la MPC, qui est en bas, donc à l'effet que la mesure du panier de consommation, c'est un indicateur très clair qui stipule qu'en bas de la MPC, eh bien, on ne couvre pas ses besoins de base. Les besoins de base, en fait, c'est se loger, se nourrir, s'habiller, se déplacer et autres. Et dans le autre, il y a les télécommunications, remplacer un meuble ou un électroménager qui nous lâche, des soins de santé, par exemple, également, des articles de pharmacie, souvent qui ne sont pas comptabilisés dans le panier de consommation. Et donc, en bas du panier de consommation, on compromet sa santé et son espérance de vie à long terme. C'est-à-dire qu'on peut très certainement passer une année en deçà de la MPC sans compromettre sa santé et son espérance de vie. Sauf qu'à long terme, il y a très certainement des impacts réels sur la santé et l'espérance de vie. Et donc, on calcule qu'à Montréal, pour une personne seule, en 2016, la MPC se situe à 17 763 $. Donc, ça prend ça pour minimalement couvrir ses besoins de base. Et là, après, on a d'autres indicateurs qui viennent nous éclairer un peu sur les sorties de pauvreté. Il y a la mesure de faible revenu, la MFR, pas la MRF, mais la MFR 50, qui est le 50 % de la médiane, du salaire médian au pays, qui est à 19 251. Et si on se demande à 60 % du salaire médian, ça nous situe où? Bien, ça nous donne la MFR 60, qui est à 23 000 $. Et il y a le salaire viable. Le salaire viable, c'est un indicateur qui est assez récent. Ça fait 2 ans qu'on en parle et c'est l'IRIS, qui est l'Institut de recherche socio-économique à Montréal, qui a inventé cet indicateur-là. Qui a inventé un salaire minimum, en fait, qui s'appliquerait, qui aurait des taux différents selon les régions. Et il y a beaucoup de critiques qui y sont apportées, mais ça donne quand même un éclairage intéressant parce qu'ils incluent dans leur indicateur, en fait, une espèce de contribution sociale de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a assez d'argent pour se dégager une marge de manœuvre pour participer pleinement comme citoyen à la société. Et eux, ils stipulent que le salaire viable se trouverait, pour une personne seule à Montréal encore, à 25 000 $. Aujourd'hui, à 10,75 $, une personne qui travaille à temps plein toute l'année, pas une semaine de vacances, elle se trouve, comme vous pouvez le voir, à la sortie du rouge. Elle couvre ses besoins de base, mais c'est tout juste. Donc, elle vient juste de rentrer en situation de pauvreté. Donc, elle couvre ses besoins de base, elle n'est plus en situation où elle compromet sa santé, son espérance de vie, sa dignité, mais elle est toujours en situation de pauvreté. Il suffirait d'un imprévu, d'une journée de maladie, 2 journées de maladie, de la voiture qui lâche, d'un imprévu. Vous le savez, la vie est pleine d'imprévus. Et ce genre d'événement-là peut donc devenir très risqué pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum aujourd'hui parce qu'il pourrait retomber dans le rouge et avoir beaucoup de difficultés donc à se ressortir du rouge pour finalement juste vivoter dans le jaune. Le petit nuage, petit détail, mais le petit nuage, c'est notre façon à nous d'illustrer, en fait, le 1 % le plus riche au Québec, parce qu'on considère qu'ils sont tellement loin du plancher des vaches, donc on les a mis très haut dans le ciel, dans un petit nuage. Donc, on va tenter maintenant de déconstruire les préjugés. Qui est payé au salaire minimum? On entend souvent dans le discours que ce sont des adolescents, des adolescentes qui vont travailler au salaire minimum, qui vont avoir un emploi d'appoint, qui vont rentrer sur le marché du travail, qui vont étudier et travailler en même temps, qu'ils habitent chez leurs parents. Et quand on regarde, en fait, la réalité, on se rend bien compte, en fait, que effectivement, il y a des adolescents. On nie pas ça, mais c'est pas vrai qu'il y a que des adolescents qui travaillent à temps partiel pour se payer un téléphone intelligent, par exemple. La réalité, c'est qu'il y a 64 % des travailleuses et des travailleurs qui sont âgés de 20 ans et plus, qu'il y a 58 % de ces travailleurs qui sont des femmes, qui sont des travailleuses, 16 % ont des enfants, 63 % ne sont pas aux études, 40 % occupent un emploi à temps plein, 72 % occupent un emploi permanent et le quart des travailleuses et des travailleurs gagnent l'unique salaire de leur ménage. Ce que ça nous dit, ces chiffres-là, en fait, c'est que
Quand vous entendez à la télévision ou à la radio, quand vous lisez dans les journaux, les représentants de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes ou du Conseil du patronat, par exemple, que c'est que des adolescents qui gagnent le salaire minimum, eh bien, il faut vous rappeler, en fait, que c'est faux. Effectivement, il y a des adolescents, mais la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée que ce discours-là. Il y a énormément de gens qui comptent sur le salaire minimum pour arriver à boucler leur fin de mois à la fin du mois. Bon, évidemment, quand on travaille au salaire minimum, l'équation est assez aisée à faire, là, mais normalement, quand on travaille au salaire minimum, on est souvent dans des conditions de travail très précaires. C'est très rare qu'on a un syndicat avec lequel s'affilier. Les heures de travail sont souvent peu nombreuses. C'est pas rare que les travailleuses et les travailleurs au salaire minimum cumulent les emplois pour arriver à avoir un temps plein. Donc, non pas un, mais deux, des fois 3 emplois pour arriver à boucler leur fin de mois. Ils sont plus susceptibles d'être victimes d'infractions à la loi sur les normes du travail et d'effectuer un travail avec des horaires atypiques, d'être sur appel, par exemple. Je vais passer rapidement sur cette diapo-là, en fait, qui est un contraste entre les travailleurs, travailleuses au salaire minimum à 10,75 puis les travailleurs et travailleuses à 15 $ de l'heure. Simplement pour vous dire, en fait, que plus on s'éloigne du salaire minimum et plus on s'éloigne de ce cliché dont on parle beaucoup dans les médias, à savoir qu'on est un adolescent qui travaille à temps partiel, mais qui habite chez ses parents. Donc, plus on s'approche du 15 $, moins on a tendance à correspondre à ce cliché-là. Pour combattre la campagne de peur autour de la hausse du salaire minimum, donc ça, c'est le gros de la présentation. Je vais vous présenter 6 mythes que nous, on a affectueusement appelés les monstrueux mythes. Ils ne sont pas très méchants, mais il faut juste les apprivoiser. Ils ne vont pas vous mordre. Et avant d'aborder le premier monstrueux mythe, qui est la destruction de milliers d'emplois, j'aimerais dire que sur le discours de peur qu'on entend beaucoup dans les médias, j'imagine que vous avez entendu, par exemple, l'économiste Pierre Fortin parler de bombes atomiques et de 100 000 emplois perdus dans la foulée d'une augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure de façon très rapide. C'est le genre de discours qu'on entend beaucoup. Le Conseil du patronat a écrit un rapport récemment en parlant d'effets radioactifs sur l'emploi. On ne ménage pas ces mots quand on est contre la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Et il faut faire attention à ces mots-là parce qu'ils sont très forts et que les mots ont un sens et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Pour l'anecdote aussi, je tiens à mentionner qu'il y a 2 ans, aux États-Unis, il y a 600 économistes, dont 7 prix Nobel, qui ont pris la peine d'écrire une lettre à la Maison-Blanche pour demander que le salaire minimum soit augmenté, considérant que les avantages d'augmenter le salaire minimum étaient beaucoup plus grands que les inconvénients. On convient qu'il y a des inconvénients, mais les avantages seraient plus importants selon ces économistes-là, dont 7 prix Nobel, je le rappelle. Et pour l'anecdote, pour ceux qui l'ont peut-être vu passer, mais au téléjournal de 18 h, il y a quelques semaines, Patrice Roy recevait 5 invités. Il faisait un débat sur la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc, pour ou contre, il y avait 3 personnes contre et 2 personnes pour. Du côté des pour, il y avait Philippe Hurtaud, qui est un économiste qui travaille à l'IRIS, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Patrice Roy a présenté Philippe Hurtaud en disant « Un économiste qui est pour la hausse du salaire minimum, mais c'est tellement rare. Vous êtes vraiment un oiseau unique. On ne voit pas ça souvent des économistes pour la hausse du salaire minimum. » Et ce discours-là, on a tendance à le croire sur parole. Or, c'est faux. Aux États-Unis, il y a 2 ans, 600 économistes, dont 7 prix Nobel, ont pris la peine d'écrire à la Maison-Blanche pour dire que les avantages d'augmenter le salaire minimum étaient plus importants, plus nombreux que les inconvénients qui viendraient avec. Donc, juste garder ça en tête aussi, de déconstruire ce genre de discours-là qu'on entend. Alors, le monstrueux mythe sur la destruction des milliers d'emplois. Donc, ça, c'est une citation de Pierre Fortin qui date de 2007 et qui disait que s'il est trop élevé, le salaire minimum détruit l'emploi et répand le chômage. On pourrait penser qu'il parle d'une maladie contagieuse, mais non.
Alors voilà, sur les gros plans, si on regarde les faits, si on regarde les études, et là, moi, je vous présente des résultats d'études, des consensus scientifiques qui sont faits à l'endroit du salaire minimum. Mais cette présentation-là, elle est disponible sur le site Internet du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Il y a aussi toute la bibliographie qui a servi à faire cette présentation-là. Donc, pour ceux qui seraient curieux d'en apprendre davantage, de fouiller les études, c'est tout à fait disponible. Donc, il faut me croire un peu sur parole, mais si vous voulez vérifier ma parole, c'est tout à fait facile de le faire. Alors, si on fait un gros plan sur les faits, les études ne s'entendent pas sur les conséquences d'une hausse substantielle du salaire minimum sur l'emploi. Toutefois, elle ne confirme pas les cataclysmes annoncés par les employeurs et par la grande majorité des recherches prévoient peu ou pas d'effets sur les emplois. Et pire que ça, il y a des études qui pensent que ça pourrait avoir un effet positif. Donc, visiblement, il y a de tout, en fait, quand on étudie l'impact d'une hausse du salaire minimum sur les pertes d'emploi. Il n'y a pas de consensus très clair, puisqu'il y a des études qui pensent même que ça pourrait avoir un effet positif. Il faut savoir qu'au Québec, en 2005 puis 2010, le salaire minimum il a augmenté de 23,6 %. Dans l'histoire du salaire minimum, ça ne s'était jamais vu. 3 hausses substantielles de 50 sous par année pendant 3 années consécutives. Pourquoi on a fait ça? Parce que le pouvoir d'achat avait stagné, parce qu'on était un peu en retard. Le salaire minimum avait été fixé et le gouvernement alors avait décidé de donner un coup de barre et d'augmenter le salaire minimum de 50 sous par année pendant 3 ans. Et les opposants prévoyaient donc des pertes d'emploi. Et ce qu'on voit en fait dans les faits, c'est que les emplois au salaire minimum ont augmenté de 56,6 % dans la foulée. Évidemment, quand on augmente le salaire minimum, on vient rattraper tous ceux qui étaient au-dessus de la hausse. Hein, donc, ces chiffres-là sont gonflés. Nécessairement, on vient comme de créer par magie des emplois au salaire minimum, mais il y a aussi eu de la création d'emplois dans la foulée. Donc, dans le 56,6 %, il y a aussi de la création d'emplois. Il faut se garder ça en tête. En Colombie-Britannique, en 2012, c'est assez récent ça aussi, hein? Le salaire minimum était fixé depuis 10 ans et le gouvernement a décidé de l'augmenter d'un coup en une année, de l'augmenter de 28 %. Et à l'époque, l'Institut Fraser avait dit: vous déraisonnez, vous allez faire perdre 50 000 emplois, particulièrement pour les plus jeunes, les 15-24. 50 000 emplois, c'est sûr, c'est l'impact direct que ça va avoir. Or, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu dans la foulée 3 800 emplois, 1,6 % plutôt que les 16 % que l'Institut Fraser prévoyait. Et quelques années plus tard, le niveau s'est rétabli à la normale. Donc, il n'y a pas eu de cataclysme tel que l'Institut Fraser l'annonçait. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Il y en a, mais certainement pas à la mesure de ce que les opposants de la hausse du salaire minimum nous annoncent. Il y a un blogueur économique qui s'appelle Jeanne Aymar. Je ne sais pas si certains le connaissent, si certains le lisent, mais c'est un économiste qui a une très grande crédibilité, qui fait des recensions de livres et qui fait des petites études le samedi matin, j'imagine. Et il a voulu faire une comparaison, en fait, des taux de chômage des 10 provinces canadiennes, des taux de chômage des jeunes et du taux du salaire minimum. Et ce qu'il a réussi à trouver, c'est que la seule province où le taux d'emploi des jeunes a augmenté entre 2007 et 2010, c'est celle qui a connu la plus forte augmentation de son salaire minimum. Inversement, la province où le taux de chômage a le plus diminué, c'est la seule qui n'a pas augmenté son salaire minimum. Donc, il y a là une corrélation quand même intéressante à mettre de l'avant. Et aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont étudié l'évolution du salaire minimum fédéral américain puis celle du niveau de l'emploi sur une période de 70 ans et ils n'ont trouvé aucune corrélation entre les deux, même pas dans les industries, en fait, qui seraient les plus touchées par la hausse du salaire minimum. Alors voilà pour le monstre, le monstrueux mythe de la destruction des emplois. Alors c'est effectivement évident qu'il risque d'avoir des emplois qui vont se perdre si on augmente le salaire minimum très, très rapidement, mais jamais de façon aussi catastrophique qu'on nous le présente dans les médias puis par la bouche des opposants. Le deuxième monstrueux mythe qu'on entend souvent, en fait, c'est que on n'est pas vraiment gagnant si on augmente le salaire minimum puisque les heures de travail vont diminuer. C'est évident, tu sais, si on n'a pas
on va être soit obligé de couper un emploi ou soit de diminuer les heures. Qu'en est-il vraiment? Allons voir. Au Québec, l'augmentation du salaire minimum de 23,6 les 3 hausses de 58 dont je vous ai parlé entre 2005 et 2010 n'ont pas entraîné une baisse des heures de travail. Et la part de l'emploi temporaire à temps partiel a diminué, ce qui est quand même une bonne chose. Il faut savoir que cette étude-là, c'est l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui est allé vérifier, en fait, qui a profité du fait que le gouvernement augmentait rapidement et substantiellement le salaire minimum sur 3 ans pour vérifier s'il y avait un impact sur le nombre d'heures travaillées. Et il s'avère que non, il n'y a pas vraiment de corrélation à faire. Il n'y a pas eu de diminution d'heures travaillées pendant cette période-là. Bon, ça a été facile, ce monstre-là. Le troisième monstrueux mythe, c'est la menace à la compétitivité des entreprises. J'imagine que vous l'avez souvent entendu parler, à savoir que ça va créer une compétition qui est inégale et que les entreprises vont déménager soit en Chine, soit au Mexique. Qu'en est-il, encore une fois, de ce monstrueux mythe? Alors, sur le plan de la compétitivité, on va regarder deux échelles. Il y a comme 2 niveaux qu'il faut regarder. Le premier niveau, en fait, c'est la compétitivité locale, régionale ou provinciale. Il faut savoir que le salaire minimum, c'est adopté par une législation et que tout le monde est affecté, tout le monde doit se plier à cette législation-là. Donc, toutes les entreprises doivent, le 1er mai, augmenter le salaire minimum du taux que le gouvernement a décrété qu'il devait être augmenté. Alors, pour la compétition locale, il y a là un mythe au sens où tout le monde va être affecté par la hausse du salaire minimum. Tout le monde est obligé de s'incliner sur le taux du salaire minimum le 1er mai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact entre certaines entreprises, mais il faut savoir qu'en ce moment même, il y a des inégalités entre certains secteurs, entre le gros café Starbucks puis le petit salon de thé qui est tenu par quelques amis. Il y a évidemment des grandes inégalités dans la façon dont le marché s'est construit, dans la façon dont les commerces sont construits, mais le salaire minimum ne devrait pas jouer davantage qu'il joue aujourd'hui sur ces commerces. La deuxième échelle qu'il faut regarder, en fait, c'est que les secteurs... Bon, la deuxième échelle, c'est les échelles locales et les échelles internationales. Est-ce qu'on va être en compétition avec des entreprises qui sont à l'étranger, par exemple? Quand on regarde les secteurs où il y a une forte proportion du personnel qui est rémunéré au salaire minimum, on se rend compte, en fait, que ces secteurs-là sont très, très peu en compétition avec le marché mondial. Le petit café qu'on prend le matin avant d'aller travailler, bien, il est dans notre village, il est dans notre ville, il est au coin de la rue, il n'est pas au Mexique, il n'est pas en Chine non plus. Les secteurs d'activité où travaillent les employés au salaire minimum, on le voit ici, la très grande majorité de ces secteurs-là, de ces emplois-là, en fait, se situent dans le commerce, l'hébergement et la restauration, mais aussi dans les soins de santé puis l'assistance sociale. À 70 les secteurs d'activité des travailleurs et travailleuses au salaire minimum, en fait, se retrouvent dans des secteurs qui sont, pour ainsi dire, pas en compétition avec le marché international. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce niveau-là, même si c'est pas rare que vous allez entendre ce discours-là de la compétitivité, que le salaire minimum à 15 $ de l'heure va empêcher nos entreprises de se démarquer à l'échelle internationale. Le monstrueux mythe de la hausse des prix, qui en est un autre, qui est assez tenace, comme la perte des emplois. Là, personnellement, c'est les 2 que j'entends le plus souvent, la perte des emplois et la hausse des prix. Alors, par exemple, il y a une citation de M. Duval, qui est le PDG de Uniprix, qui disait cette année que si on augmente nos frais d'exploitation, ça aura une répercussion sur les prix des produits. Et j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui avez vu M. Alain Bouchard, le PDG de Couche-Tard, dire à M. Filion, à RDI Économie, que, bon, lui, il n'était pas contre l'idée d'un salaire minimum à 15 $ de l'heure, en autant que cette hausse-là était équivalente pour tout le monde et que sur le marché, on pouvait être compétitif. Encore une fois, l'argument de la compétitivité. Mais il a aussi dit que si on augmentait le salaire minimum à 15 $ de l'heure, évidemment, ce seraient les consommateurs qui, à la clé, auraient à payer la hausse du salaire minimum. Qu'en est-il?
Alors, quand on regarde l'impact d'une hausse du salaire minimum pour les consommatrices et les consommateurs, il faut décortiquer, en fait, en 4 facteurs, les dépenses, en fait, des employeurs, des propriétaires de commerce, des employeurs. Donc, là, il y a comme la part des coûts de main-d'œuvre dans le prix, la part des salariés qui gagnent un bas salaire, et il y a aussi la diminution des coûts qui est liée au roulement du personnel et l'augmentation de la consommation. Les 2 derniers, je vais les présenter dans des diapos qui s'en viennent, mais sur la part des coûts de main-d'œuvre dans le prix, il faut savoir, en fait, que quand on tient, par exemple, une épicerie ou un café, on a des assurances à payer, un loyer à payer, des caisses, de la bouffe aussi. Si on vend de la bouffe, il faut être capable de fournir en matériel, les aliments qu'on va mettre sur les tablettes. Il y a énormément de dépenses. Et il y a également la part des salariés qui gagnent un bas salaire. On ne va pas inclure là-dedans, donc, ceux qui gagnent, par exemple, plus que 15 $ de l'heure. Et l'évaluation que la CSQ a fait, il y a un économiste de la CSQ qui a essayé de faire le calcul moyen, en fait, de la masse salariale, de la dépense de l'employeur pour la masse salariale. Il est arrivé à une moyenne d'à peu près 20 du taux de dépense pour la masse salariale, pour les salaires. Évidemment, par exemple, pour les groupes communautaires, c'est une autre réalité complètement. On est vraiment dans un autre champ. On n'est pas en train de vendre des services, on n'est pas en train de vendre des patates non plus. Donc, la réalité des groupes communautaires est très différente. Mais quand on parle, par exemple, d'une épicerie, il y a Yannick Marcil, qui est un économiste centre-gauche, je dirais, qui fait des chroniques au Journal de Montréal, qui fait des chroniques également à la radio de CIBL. Et il disait justement à CIBL que, par exemple, Couche-Tard, la masse salariale, la dépense masse salariale représentait pour lui 2,5 % de ses dépenses. 2,5 %. C'est très, très peu. Et M. Bouchard est venu dire à RDI Économie qu'évidemment, si on augmentait le salaire minimum, c'est le consommateur qui viendrait à la clé payer pour cette augmentation-là. Les épiceries métro, selon M. Marcil, encore une fois, les épiceries métro, c'est 5 % que ça représente en dépenses pour la masse salariale. Donc, vous savez, c'est quand même pas beaucoup sur l'ensemble des dépenses. Probablement que leur loyer leur coûte plus cher, que les assurances et la publicité qu'ils font pour vendre leurs produits et leurs marques coûtent pas mal plus cher donc, que la masse salariale. Il faut se garder ça en tête, c'est pas des grands chiffres que ça représente. Et si on regarde les avantages d'une augmentation du salaire minimum pour les employeurs, qu'est-ce que ça donne? Bien, il faut calculer, en fait, qu'il va y avoir une diminution des coûts liés au roulement de personnel. Il y a plusieurs études qui en font foi, dont une étude du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et comme c'est très rare qu'on va se servir de leurs chiffres, ça nous fait plaisir de les mettre de l'avant. Mais cette étude-là, en fait, ce qu'elle dit, c'est que, bien évidemment, si une travailleuse ou un travailleur est à l'aise au travail, si les conditions de travail sont agréables, si elle est bien payée et qu'elle arrive à boucler sa fin de mois, si elle est respectée, cette personne-là, elle va avoir tendance à être fidèle à l'employeur, elle va avoir tendance à rester en poste. Ça représente une diminution considérable des coûts de recrutement, parce que faire paraître des annonces pour trouver la perle rare, passer des entrevues, former les gens jusqu'à ce que ces gens-là soient autonomes derrière la caisse ou peu importe le travail qu'ils feront. C'est des coûts, c'est un investissement. Et quand on augmente le salaire minimum à 15 $ de l'heure et qu'on arrive à boucler sa fin de mois, bien, on peut penser que les employés auraient moins tendance à quitter le travail puis à se chercher de meilleures conditions de travail, puisque les conditions de travail minimales seraient au rendez-vous. On n'a pas vraiment sur les taux de roulement et l'économie que les employeurs feraient, par exemple. On n'a pas encore de chiffres très clairs, mais on travaille là-dessus pour essayer d'étoffer cet argument-là. Un autre des avantages, en fait, d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, en fait, c'est que les gens qui sont dans le rouge ou qui sortent à peu près du rouge, comme je vous ai montré au début sur la charte de 3 couleurs, bien, dès que ces gens-là font un petit peu plus d'argent, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec cet argent-là? Ils ne l'investissent pas dans un CELI, ils vont s'acheter un steak, ils vont s'acheter des légumes, ils vont aller se faire couper les cheveux, coiffer, ils vont aller au cinéma, ils vont peut-être aller au restaurant, puis peut-être pas tout ça dans le même mois. Hein? Donc, on s'entend que
Quand les gens ont un petit peu plus d'argent dans leur poche, là, quand ils sont ici, ben ils s'arrangent pour être là. Ils s'arrangent pour, pas être là, mais au contraire, de se sortir complètement du rouge et se sortir la tête de l'eau complètement. Je vais laisser faire les mimes, je ne suis pas très bonne. Mais vous comprenez l'idée. Donc, quand on a un petit peu plus d'argent et qu'on n'arrive pas à couvrir ses besoins de base, on dépense cet argent-là souvent dans les commerces de proximité. On dépense pas, donc, on dépense même pas dans le petit cochon. On n'arrive même pas à se mettre de l'argent de côté. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les gens qui sont à bas salaire, qui sont en situation de pauvreté, bien, dès qu'il y a un imprévu qui arrive, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Bien, ils se tournent vers l'endettement. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre option. Donc, dès qu'il y a un peu de marge de manœuvre, dès qu'il y a un petit peu plus de sous qui se retrouvent dans les poches, ces gens-là vont payer des dettes, se payer un petit peu plus de nourriture, mieux manger. Le collectif pour un Québec sans pauvreté, l'été dernier, a fait un sondage, a essayé de vérifier auprès des gens, des travailleurs, des travailleuses qui travaillent au salaire minimum et en bas de 15 $ de l'heure, quels étaient leurs avis, c'est quoi leur réalité, qu'est-ce qu'ils pensent du salaire minimum, des campagnes sur la hausse, c'est quoi leurs craintes, tout ça. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous feriez avec une augmentation de votre salaire, dans la grande majorité des cas, la réponse c'est « bien, je mangerais mieux, je choisirais des aliments de meilleure qualité ». Puis, ce n'est pas un hasard, vous le savez probablement, mais le bilan fin est sorti hier, avant-hier, avec des chiffres catastrophiques qui ne se démentent pas, à l'effet qu'il y a un travailleur, une personne sur 10 qui fréquente les banques alimentaires a un revenu d'emploi, mais n'arrive pas à couvrir ses besoins de base tels que manger. C'est quand même une réalité qu'il faut se garder en tête. Ça fait beaucoup de choses à se garder en tête, hein? Il me semble que j'ai dit ça beaucoup. Donc ça, c'est d'autres résultats. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais c'est d'autres études qui viennent étayer l'idée que quand on fait un petit peu plus d'argent, bien, ça fait rouler l'économie, ça s'en va dans les commerces de proximité, chez les employeurs qui payent mieux leurs employés. Encore d'autres études qui prouvent cela. Donc, je vous parle celle d'une étude qui a été réalisée à San Jose, qui est une ville en Californie. C'est super intéressant comme cas de figure parce que c'est très récent, c'est arrivé il y a 1 an ou 2. Et en fait, c'est à San Jose, ils ont décidé, en banlieue de San Jose, pas au centre-ville, mais en banlieue, ils ont décidé d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Et là, les chercheurs se sont dit, mais quel beau cas de figure, il faut mettre notre loupe sur ce cas de figure-là parce qu'on va être capable de voir si les restaurants de San Jose, qui n'ont pas augmenté leur salaire minimum, si leur menu reste plus bas que le menu des restaurants dont les employés sont mieux payés. Ils ont été capables de voir, en fait, que la hausse de 25 % du salaire minimum a donné comme impact, en fait, une augmentation des prix de 1,45 %. 1,45 % sur un trio chez McDo, c'est pas grand-chose, c'est quelques cents. C'est à peu près de l'ordre du 30 à 50 cents. Donc, on n'est vraiment pas dans des chiffres catastrophiques. Et souvent, vous allez entendre les opposants à la hausse du salaire minimum nous dire que la hausse des prix va être de l'ordre de 15, 17, 20 % parfois. Et souvent, c'est des chiffres qui ne sont pas étayés par des études scientifiques. C'est souvent des chiffres qui sont mis de l'avant sans qu'on puisse mettre la main sur les études qui viendraient nous démontrer que cette hausse-là elle serait valide ou à prévoir. Ensuite de ça, on nous dit souvent aussi que le salaire minimum, en fait, ça réduit pas vraiment la pauvreté, en fait. Ça permet pas c'est pas un outil de réduction de pauvreté, c'est pas vraiment un outil de lutte contre la pauvreté. En fait, ce qu'il faut savoir sur cet argument-là, sur ce monstrueux mythe-là, c'est que, bien, d'une part, les études qui sont faites souvent par les opposants de la hausse du salaire minimum, en fait, ils vont faire des études sans prendre le portrait complet des travailleurs et des travailleuses. Ils vont souvent prendre le bassin des jeunes de 15 à 24 ans, puis établir une espèce de généralité, de moyenne sur le reste. Sauf que les jeunes vont souvent travailler à temps partiel, n'ont pas les mêmes réalités que des travailleurs qui vont travailler à temps plein, qui vont cumuler plus qu'un emploi pour arriver à faire du temps plein. Donc, c'est des études qui sont un peu biaisées.
D'autre part, il faut aussi savoir que le salaire minimum, c'est un outil de lutte à la pauvreté qu'on n'utilise pas à son plein potentiel en ce moment. Je vous l'ai montré la charte des couleurs tout à l'heure, le rouge, jaune, vert. Une personne qui travaille à 10,75 aujourd'hui à temps plein toute l'année, pas une semaine de vacances, elle sort du rouge. Elle fait juste rentrer en situation de pauvreté encore et pas, elle couvre ses besoins, c'est tout. Elle ne compromet plus son espérance de vie, elle ne compromet plus sa santé, mais toujours en situation de pauvreté. Si on utilisait le salaire minimum comme un outil de lutte contre la pauvreté, si on utilisait cet outil-là dans son plein potentiel, bien là, on aurait un discours différent. On verrait que le salaire minimum, bien effectivement, ça permet de sortir de la pauvreté. Mais on ne l'utilise pas adéquatement, ou en tout cas pleinement. Donc, cette diapo-là vient juste résumer ce que je viens de vous dire. Ensuite, je pense que c'est mon dernier mythe. L'augmentation du salaire minimum va disparaître en impôts. Donc, ça ne vaut pas la peine d'augmenter le salaire minimum puisque le gouvernement va venir chercher de toute façon toute la hausse qu'on va avoir mis dans les poches des travailleuses et des travailleurs. On est aussi bien à ce moment-là de faire des transferts fiscaux, d'augmenter les crédits de solidarité, d'augmenter les crédits de TPS. Ça, c'est le genre de discours qu'on entend beaucoup de la part, par exemple, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, qui, dans le débat sur le salaire minimum, va préconiser l'intervention de l'État. Ce qui est quand même très rare de la part de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes parce qu'ils sont plutôt, normalement, contre l'intervention de l'État, pour un marché libre, laisser les marchés aller, ça va fonctionner, la main invisible va s'occuper de tout ça. Et là, dans le débat spécifique de la hausse du salaire minimum, ils demandent au gouvernement d'intervenir par le biais de transferts fiscaux, par exemple, pour aider les travailleurs à se sortir de la pauvreté, parce qu'ils en conviennent, ils sont les premiers à convenir qu'effectivement, on ne sort pas de la pauvreté au Québec quand on a travaillé toute l'année avec un salaire minimum. Sauf qu'on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Il faut savoir que si on décidait, par exemple, d'adopter cette voie-là, d'adopter la voie des transferts fiscaux, d'augmenter les crédits pour solidarité, on considère que ça serait une façon, en fait, de subventionner de la main-d'œuvre bon marché. Et au cœur de la campagne sur le salaire minimum à 15 $, il y a aussi la question de la responsabilité sociale des entreprises, de payer ses employés de façon à ce qu'ils puissent sortir de la pauvreté, de leur donner des conditions de travail qui leur permettent de mieux jongler avec la famille, le quotidien et le travail, des journées de congés payés pour maladie ou pour s'occuper d'un proche. C'est pas la mer à boire. Donc, évidemment, au cœur de cette campagne-là, il y a la responsabilité sociale des entreprises. Et cette option-là d'offrir des transferts fiscaux, par exemple, vient un peu annuler cette donnée-là qui est très, très importante. Bon, je vais plus vite que ma présentation. Il y a un économiste de la CSQ qui a calculé, pour répondre à l'idée que les impôts viendraient enlever, en fait, une grande partie de l'augmentation du salaire minimum. Il y a un économiste de la CSQ qui a fait les calculs et qui arrive à des résultats quand même étonnants, mais faire passer le salaire minimum de 10,75 de l'heure à 15 $, ça permettrait d'augmenter le salaire brut d'un ou d'une salariée qui travaille 35 heures par semaine, de 7 800 $ par année. Une fois que les impôts, les transferts fiscaux sont faits, cette personne-là se dégage quand même 4 400 $ de plus par année. Ce 4 400 $-là de plus par année, il permet de passer du rouge, du début du jaune, au début du vert. C'est ça, ce montant-là. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire vraiment sortir de la pauvreté. Ça veut dire arrêter de penser à son budget constamment, tout le temps, jamais arriver à boucler sa fin de mois, être obligé de passer dans une banque alimentaire pour être capable de se mettre quelque chose dans le ventre ou de mettre quelque chose dans le ventre de ses enfants. Selon la CSQ, encore une fois, cette même augmentation du salaire minimum réduit les besoins de soutien de l'État de près de 1 000 $ par année en transferts fiscaux, en crédits de solidarité. Donc, des travailleurs qui réussissent à sortir de la pauvreté, ils ont besoin de moins de soutien de l'État parce que les entreprises prendraient, par exemple, leur responsabilité sociale à cœur. Alors, en conclusion, je pense qu'on a un petit 20 minutes.
pour se jaser. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des commentaires, je vous invite à prendre le micro puis à intervenir. J'essaierai de répondre dans le meilleur de mes capacités. Merci.